Voilà, Monsieur Defay, je vous passe la parole. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Martin. Bonsoir tout le monde. J'aimerais d'abord vous inviter, en tout cas m'inviter moi, à une certaine modestie et prudence, parce que c'est fou après coup le nombre de gens qui avaient vu clair. Et au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans la crise, on a de plus en plus de gens qui avaient déjà vu clair. Et puis une crise aussi complexe que la nôtre offre un nombre de portes d'entrée incroyables, qui tiennent à la fois du politique, de l'économique. Et troisième raison pour laquelle je pense qu'il faut être modeste, c'est parce qu'il est extrêmement difficile, je pense, même si certains d'entre nous avons des intuitions, de faire la différence entre ce qui est une répétition de l'histoire et ce qui serait éventuellement quelque chose de plus neuf, de plus structurel, de plus fondamental. Parce que des crises, et des crises boursières en particulier, il y en a depuis plusieurs siècles. Certains d'entre vous ont certainement entendu parler d'une des crises historiques les plus célèbres, hein, c'est la spéculation sur les tulipes à Amsterdam au XVIIe siècle. Et parenthèse, il y avait déjà à l'époque des produits toxiques. Puisque, comment est-ce qu'on explique la fin de l'explosion de la bulle? Parce que c'était une bulle, c'est-à-dire un bulbe financier. Eh bien, parce que, évidemment, des gens se sont amusés à vendre des oignons tout simples. Et effectivement, il est extrêmement difficile de faire la différence entre un bulbe de tulipe et un oignon tant qu'on n'a pas eu l'occasion de le planter et de le voir sortir de terre. Et donc, effectivement, les prix du tulipe à l'époque, vous n'imaginez pas, hein, un bulbe pouvait atteindre l'équivalent du prix d'une maison. À Amsterdam, à l'époque, ce qui n'était pas peu. Et on vendait des produits toxiques. Voilà. Donc, tout ceci pour dire que les crises ne sont pas nouvelles, les crises boursières, certainement pas, il y en a eu beaucoup d'autres après. Il y a eu une spéculation terrible au XIXe siècle sur les chemins de fer. Mais donc, essayez de voir ce qui est répétitif, ce qui est presque lié au système lui-même, et ce qui éventuellement pourrait nous faire croire que cette crise peut-être aussi est plus fondamentale. Je ne fais pas non plus partie de ceux qui pensent déjà pouvoir dire que le capitalisme est mort. Qu'on le souhaite ou pas, je pense qu'il a déjà survécu à énormément de crises. Les raisons. Ma lecture, pardon, pour rester dans le droit fil de mon introduction, ma lecture de ce qui s'est passé, elle est double. Elle est à la fois politique et culturelle d'un côté, et socio-économique de l'autre. Et bien sûr, ces deux lectures peuvent, à un moment donné, se rejoindre sur un certain nombre de diagnostics ou d'analyses. Fondamentalement, pour moi, depuis la guerre, toute notre construction économique, politique, sociale, s'est construite autour de l'idée que la croissance était l'objectif à atteindre, mais en disant que la croissance est l'objectif à atteindre, quelque part on transforme un moyen en fin. Et toute l'histoire de l'après-guerre, c'est finalement instiller petit à petit dans l'opinion publique, dans nos comportements, dans les choix politiques, dans les choix de politique économique, l'idée, c'est la croissance. Et la croissance, c'est forcément bon. Dans cette longue histoire de l'après-guerre, d'abord les 30 glorieuses, donc ces 30 années qui suivent la sortie de la guerre, qui ont connu effectivement une croissance économique extraordinaire. On a du mal à imaginer. Il faut de temps en temps faire de l'archéologie consumériste et aller voir comment on vivait au tournant des années 50 et 60. Dans la plupart des maisons, il y avait une ampoule dans la cuisine, pas de salle de bain, pas de chauffage central, pas de voiture, pas de TV, et je pourrais encore passer un certain temps à vous décrire ce qu'il n'y avait pas à l'époque et ce qu'on a aujourd'hui. Donc on a connu quelque chose d'extraordinaire. Mais dans cette longue histoire, il se passe quelque chose qui devient intéressant, je pense, pour le propos de ce soir, c'est le tournant des années 80. Pendant les 30 glorieuses, on vit avec une idée extraordinaire, neuve, que le social est nécessaire pour la croissance économique et que la croissance économique est nécessaire pour le social. Et que donc il y a ce qu'on appelle, pour les économistes, un partage équitable des gains de productivité. Quand l'économie augmente, quand les travailleurs deviennent plus productifs, eh bien, il est normal qu'ils aient leur part de gâteau. Et pendant cette période, non seulement on trouve que tout le monde doit avoir sa part de gâteau, mais on trouve même normal pendant cette période que les petits reçoivent une part plus grande du gâteau au fur et à mesure que les années passent. Et donc, à l'époque, par exemple,
chose qui est, je vais le dire dans un instant, complètement différente de ce qu'on vit depuis 20 ans, on trouve normal, par exemple, que le salaire minimum garanti, augmente plus vite que la moyenne des salaires. On trouve normal que le salaire minimum garanti augmente plus vite que les salaires. On trouve normal que les personnes handicapées voient leur allocation augmenter plus vite que la moyenne des revenus. Et puis, au tournant des années 80, Thatcher, Reagan et beaucoup d'autres, on bascule dans une toute autre logique. On abandonne petit à petit, en tout cas dans certains pays, cette idée de consensus autour de la croissance de l'économique et du social, et on abandonne toute une série de politiques de redistribution des revenus. On ne les abandonne pas tout à fait, bien sûr, ne tombons pas dans les caricatures. Mais en tout cas, elles n'ont plus la portée, la force que ce qu'elles avaient avant ce tournant des années 80. Ça, pour moi, c'est sa lecture politico-culturelle essentielle qui n'explique pas la crise, qui explique simplement qu'on a petit à petit constitué un terreau favorable au déclenchement de crises telles que celles que nous connaissons aujourd'hui. Volet socio-économique de cette lecture, j'insiste, c'est une lecture parmi beaucoup d'autres, eh bien effectivement, une des traductions les plus claires de ça, c'est la modification fondamentale du partage de la valeur ajoutée. Donc la valeur ajoutée, c'est l'équivalent du produit intérieur brut, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça. Et cette valeur ajoutée, c'est-à-dire ce que produisent le secteur marchand et le secteur non marchand, doit être partagé, en gros, entre les travailleurs et le capital, pour faire simple. Et ce partage de la valeur ajoutée aboutit à ceci au cours des 20 dernières années, c'est que la part des travailleurs ne cesse de diminuer. Et aujourd'hui, vous avez même des économistes qui sont classés, je vais dire, à droite ou conservateurs ou tout ce qu'on veut, qui estiment que ce partage de la valeur ajoutée en défaveur des travailleurs pose peut-être des questions sociales, mais pose aussi des questions de stabilité macroéconomique. Pour avoir une croissance durable, indépendamment de ce qu'on pense ou pas de la croissance, il faut un bon partage de la valeur ajoutée, tel qu'on l'avait entre 45 et 80, et tel qu'on ne l'a plus, ou beaucoup moins, après les années 80. Ça, c'est la première traduction socio-économique de cette inversion de la vision d'économie, de la politique économique qui intervient au tournant des années 80. Deuxième élément, c'est l'internationalisation croissante des flux économiques. Donc aussi bien marchandises que financiers, monétaires et autres. Contrairement à d'autres, moi je ne vois pas a priori l'internationalisation comme un mal ou comme le démon. Honnêtement, certaines formes d'internationalisation ont permis à un certain nombre de travailleurs, pas seulement chez nous, mais aussi dans d'autres pays du monde, de voir leur niveau de vie s'améliorer. Là où on a commis une erreur historique, c'est qu'en tout cas en Europe, on n'a pas accompagné cette internationalisation, cette ouverture des marchés de règles sociales, fiscales et environnementales. Ce qui a fait la croissance de la Belgique, de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, entre 1945 et 1980, c'est des formes de régulation sociale et économique. Et tout d'un coup, on estime que ces formes de régulation, on en a peu besoin. Et ça, évidemment, ça ouvre la porte à toute une série de problèmes. Et un de ces problèmes, on l'a vu, il n'y a pas d'autorité en Europe qui contrôle l'ensemble des flux financiers européens et qui contrôle l'ensemble du système bancaire européen dans une perspective internationale. Voilà. Et ce que je voudrais dire aussi, de manière politique, pas polémique, dans le bon sens,